Donc Joyce Ormand a été pendant 1 an en résidence dans l'entreprise et cette résidence a donné lieu à un livre intitulé tout simplement L'I-National. Tout le monde est bien installé. Personne n'a osé s'allonger finalement. Alors je vais vous lire quelques extraits donc de ce livre. Tu hériteras du lit de ta grand-mère, elle voulait te le donner. La voix rauque et enfumée de ma mère, voix subite et dissonante qui troue le silence d'une phrase que je ne comprends pas. Comment ça ? C'est toi qui récupéreras le lit, ça fait partie de ton héritage, c'est un très beau lit, auquel elle tenait beaucoup, c'est le plus beau meuble de la maison et il est temps que tu te débarrasses de ton matelas pourri d'étudiante. C'est absurde. Tu ne veux pas ? Louise accordait une grande importance à son lit, au lit en général. Cette attention frisait l'obsession. Cet intérêt était devenu un mode de vie. Louise a choisi tous ses lits avec soin, était prête à y mettre le prix, aimait dormir, pas nécessairement longtemps mais bien, et surtout disserter sans fin sur le sommeil, analyser la fatigue, position, rituel d'endormissement et de réveil, qualité de la literie. La position allongée tenait une place essentielle dans son existence, et aujourd'hui je la regarde, irrévocablement alitée, assignée à ce repos étrange qu'est la disparition. Elle me lègue ce lit. Je me dis qu'elle aurait pu me prévenir. À l'hôpital, elle aurait dû m'en parler quand nous étions seuls dans sa chambre, quand elle s'est réveillée et que j'étais là. Cela m'agace. Je suis fâchée de cette surprise alors que je devrais m'en réjouir, y voir un signe de l'affection qu'elle me portait. Louise est née en 1923, a tenu avec son mari un garage à Colombes dans les Hauts-de-Seine et morte dans son lit. Elle usait d'expressions toutes faites qu'elle modifiait légèrement, possédait au début des années 80 une Triumph décapotable qu'elle conduisait tous les week-ends dans le cadre d'un club d'amateurs de vieilles voitures. Chaque dimanche, le club organisait des traversées de Paris, des rallyes campagnards ou des courses sur circuit. Pour assister son mari au garage, elle ne s'est pas contentée de tenir la caisse, a appris la mécanique sur le tas et s'est toujours occupée personnellement du moteur de sa Triumph. Quand elle avait trop mis les mains dans le cambouis le jour, elle gonflait la nuit. Elle était calée en géographie, maîtrisait les indicatifs de tous les départements, déjeunait quotidiennement depuis son veuvage dans un petit restaurant proposant un menu à 13,20 € et tenu par une femme de 78 ans. Elle disait « il y a plein de bleu là-dedans » et sa cuisine est à l'ancienne. Le vendredi, elle faisait de la danse de salon avec son mari et après sa mort, de l'aquagym. Elle m'appelait Chica, alors que ni elle ni moi ne sommes d'origine espagnole. Migraineuse, elle portait parfois des lunettes noires chez elle, éteignait systématiquement toutes les lampes. Aujourd'hui, elle est sur le dos, mais dans quelle position avait-elle l'habitude de dormir ? J'ai connu une personne toute petite qui se couchait dans le sens de la largeur. Longtemps, j'ai dormi sur le ventre, jambe droite pliée. Une nuit, dans un hôtel Formule 1 du côté de Chartres, j'ai dormi sur le dos, sans raison apparente, sans l'avoir décidé. Depuis, je ne peux m'endormir que dans cette position. Je n'ai jamais su expliquer ce changement brusque et injustifié. Si Louise dormait sur le ventre ou sur le côté en chien de fusil, le matelas a certainement pris une forme impropre à ma posture dorsale. Alors combien de temps, combien de nuits pour que la laine se tasse sous la pression de mon corps, pour effacer l'ancienne occupante ? Et est-ce que la mort a une odeur ? Si oui, est-elle âcre ? Si oui, s'incruste-t-elle définitivement dans la toile ? Je me déshabille à la va-vite et je jette mes vêtements en vrac au pied du lit. Je m'endors en quelques minutes, mais je me réveille difficilement, c'est pénible. Je dors d'une traite, entre 6 et 7 heures. Il m'arrive aussi d'être insomniaque. Les nuits d'insomnie, tout est amplifié, boursouflé. Les bruits de la maison et de la rue, les phares des voitures et la lueur incertaine de l'éclairage public, les couinements des rongeurs, les regrets et les contrariétés ressassées, le souffle de celui qui partage mon lit, un lit soudain trop dur ou trop mou. On se tourne, on se retourne, on étouffe, pression sur le sternum, fourmis dans les pieds, mâchoire sédimentée, nerfs hypertrophiés. On se lève pour boire un verre d'eau, ouvrir la fenêtre, avaler un cachet, rallumer la télé. Ces nuits sont propices. On entend 1000 choses dans le silence, on voit tout dans l'obscurité. On distingue la diversité des teintes de noir, des formes opaques et l'épaisseur de l'air. Les nuits sans sommeil sont vaines. Les heures s'écoulent sans horizon, invivables. Nos existences diurnes contaminent la nuit, s'y incrustent. Le temps ne sert plus à rien, siphonné par notre impatience et la perspective devenue improbable que le jour se lève enfin. Mourir dans son lit est un privilège.
On meurt toujours alité, mais le plus souvent à l'hôpital, alors qu'il y a tant d'autres couches possibles. Lits suspendus, couchettes de train, lit de camp, banquette arrière, hamac, natte, futon, canapé, divan de psychanalyste, banc public, baignoire même. Je voudrais mourir dans l'odeur du cuir râpé sur la banquette arrière d'une Volvo Break 300 blanche, garée à l'extrémité d'un chemin de terre qui débouche sur un petit étang couleur bronze. Je voudrais mourir dans un hamac tendu entre deux séquoias immenses du Yosemite Park. Un koala viendrait me donner l'extrême onction, on réciterait le Kaddish. Il ferait chaud, et ma dernière vision serait celle de la cime vertigineuse de l'arbre, 80 mètres au-dessus de ma tête, découpée sur l'azur californien. Je voudrais mourir dans un train couchette qui roule vers Briançon une nuit de février. En seconde classe, sur la couchette du haut, tête vers la veilleuse bleutée, bercée par le tadaktatum apaisant. Sur mon bras, le contact du sky, des sangles de sécurité, de la couverture rouge et vert sapin de la SNCF, les odeurs poussiéreuses ou de gerbes, le lino usé qui gondole, le crissement métallique du train qui freine sans précaution, la vitre sale qui filtre la lumière des gares où l'on s'arrête au creux de la nuit sans charger ni décharger aucun voyageur, cette vitre que l'on baisse, le froid cinglant qui s'engouffre et rougit nos visages, la voix forte d'un chef de gare sur un quai glacé, la porte qui claque au coup de sifflet, le train qui cahote à nouveau vers les Alpes, la lueur aquarium qui baigne la cabine où se mêlent nos souffles, l'air trop chaud puis trop froid, le vacarme caoutchouteux des soufflets pneumatiques, le contrôleur à 5 heures du matin, les voix sourdes et insomniaques dans les couloirs, le froissement des paquets de chips, le thermos de café, les mains qui se frôlent d'une banquette à l'autre, les ombres qui dansent sur le plafond en formica, le rideau plissé orange qu'on tire pour trouver le sommeil, et alors mourir incognito. Je voudrais mourir dans un sac de couchage en duvet d'oie qui m'envelopperait comme un sarcophage et me protégerait du vent glacial, en bivouac sur la banquise entouré de mes amis les phoques. Ou peut-être sur une couche de varech séchée, recouverte de peau de bête. Je ne voudrais pas mourir assassiné dans ma baignoire comme Marat. En attendant de mourir, il faut bien dormir, et le sommeil m'est désormais promis dans le lit de Louise. Je pourrais tout aussi bien m'en passer, faire le flamant rose, replier une patte et m'assoupir. Le dauphin dort en nageant, le cheval le plus souvent debout, mais les êtres humains ont un problème avec le sommeil que seul le lit semble pouvoir régler, ils doivent s'allonger. Aujourd'hui, j'hérite d'un lit individuel à partager éventuellement avec une autre personne. J'hérite d'un lit moderne qui remplit des exigences d'accueil, d'élasticité, de confort et d'hygiène, qui se déformera sous la pesée momentanée de mon corps, puis retrouvera sa forme originelle, qui absorbera mes mouvements brusques et inhabituels. Louise a choisi un matelas de laine traditionnel. S'il n'avait tenu qu'à moi, j'aurais opté pour un matelas ferme de latex naturel couvert de tissu thermique, ou peut-être un matelas au ressort superbiconique en sachet, compensant la perte de souplesse des fibres de la fassure thermique avec des zones de maintien pour les différentes régions de la colonne vertébrale. Un matelas qui suit les progrès de la médecine et l'obsession sanitaire, les exigences contemporaines et les possibilités techniques. Un matelas qui soigne et apaise, qui vous change la vie. Louise mettait un point d'honneur à ne pas rester au lit une fois réveillée. La position allongée était jugée mauvaise pour la santé et les bonnes mœurs, et nocif l'excès de sommeil. Seul le sommeil réparateur était acceptable. Au-delà de 7 ou 8 heures, tout repos devenait suspect. Jusqu'à une époque récente, on attachait les bras des enfants à leur lit métallique afin qu'ils ne soient pas tentés d'explorer leur corps pendant la nuit. Pauvres enfants entravés, emprisonnés par ces lits à ressorts qui s'alignaient par dizaines dans les dortoirs des pensionnats. Toile épaisse, brunie par le temps et l'angoisse, table de nuit en aluminium, une peine infinie. Les surveillantes en cornette qui les brimaient ont-elles entendu parler de ces esprits malins, ces incubes velus aux pieds de bouc qui abusent des femmes pendant leur sommeil? Se sont-elles demandé si l'un de ces fantômes ne les avait pas visités une nuit de pleine lune pour venger ses enfants mal aimés? Je ne sais pas si Louise a connu dans sa jeunesse ce genre d'institution, mais malgré ses fantaisies et sa liberté, elle a conservé toute sa vie une forme de discipline qui n'est pas étrangère à cette éducation castratrice. Et dormir, les méthodes pour y parvenir, autant que les règles à respecter, fut une de ses préoccupations. Voilà pourquoi hériter de ce lit m'effraie. Je commence à le comprendre, à former les vraies raisons de ma réticence, de cette prévention que ma mère ne veut pas entendre. Ce n'est pas tant que je redoute de me coucher dans le lit d'une morte, c'est plutôt qu'elle investissait le sommeil d'une manière excessive, que ce lit est le témoignage d'une vie déjà creusée par la mort. Et je voudrais tant ne pas avoir à dormir. Je me défie du sommeil, j'envie ceux qui ont les moyens physiologiques et moraux d'y échapper, de s'y soumettre le moins possible. J'appréhende la fatigue. Le sommeil est pour moi une contamination et une chute.
Les enfants qui refusent d'aller se coucher malgré l'insistance et parfois la colère de leurs parents le savent bien. Il s'agit d'ajourner au maximum le temps du sommeil, de repousser l'instant fatidique. Il tombe comme une sentence, une menace sourde qui, malgré sa répétition quotidienne, ne perd rien de son étrangeté et de sa puissance d'effroi. Chaque soir, c'est la même inquiétude, le même refus, et je n'en suis pas sortie. Chaque soir, la fatigue qui soudainement ne se fait plus sentir, un miracle alors qu'il est déjà si tard. La fatigue repoussée à bout de bras, détournée par des ruses grossières. Une dernière chose à faire, à dire, à voir, un regain d'énergie, d'intérêt, une excitation nocturne. Le lit appréhendé comme un tombeau, une relégation injuste, un exil forcé, tandis que le monde tourne sans nous, que la fête bat son plein, qu'une lumière reste allumée, que le temps de la nuit se dilate pour nous accueillir, qu'il va se passer quelque chose, c'est certain, quelque chose de décisif que l'on va manquer. Et alors il sera trop tard, les heures ont fui, et dehors la vie continue. Pérec envisageait de faire l'inventaire de toutes les chambres dans lesquelles il avait dormi, de tous les lits. Louise aura dormi essentiellement dans son lit, aura peu voyagé, peu découché. Quand on ouvre les yeux au milieu de la nuit, ou même qu'on ne les a pas encore ouverts, dans cet infime intervalle qui échappe à la mesure, dans lequel on est réveillé mais paupières closes, esprit à peine réceptif, sensibilité balbutiante et primaire, dans cette chambre lointaine, combien de temps faut-il avant de se souvenir qu'on n'est pas dans son lit, et que pourtant ce corps allongé est bien le nôtre ? 2 ou 3 secondes peut-être. Temps suspendu et blanc avant d'appréhender une nouvelle disposition des lieux, un espace dérangé au regard de l'ordre habituel que notre corps assoupi enregistre chaque nuit comme une carte mémoire. D'abord une odeur de moquette, de tabac froid, de rose séchée ou de poussière signale que je ne suis pas chez moi. Un néon qui grésille, un lampadaire fixé sur la façade, une drôle de lune, un ray de lumière sous la porte ou une obscurité inédite provoquent en moi une secousse. Je me tends sous l'effet des bruits de chaufferie, de trafic, de sirènes, de ventilation. Où suis-je ? Mes sens disjonctent puis se rétablissent. Une chambre d'hôtel, un canapé-lit improvisé, mon lit d'enfant dans la maison familiale, un matelas sur le sol chez un ami perdu de vue depuis de longues années, le lit d'un inconnu rencontré la veille dans un bar. Tous ces lits dont on se lève plus vite que de coutume, qu'on quitte rapidement, bondissant, réveillé en sursaut par l'étrangeté des lieux, dans lesquels on abrège nos nuits inconfortables. Ces chambres aux fenêtres ouvertes ou fermées qui filtrent un air nouveau ou dans lesquelles on suffoque. Se réveiller ailleurs, avoir tout oublié, se demander ce que l'on fait là, puis se souvenir de tout, savoir exactement pourquoi on est là, le corps engourdi ou courbaturé. Je me lève, je me cogne à la table de chevet, j'explore le sol du bout du pied, je tâtonne dans l'obscurité, bras tendus, je cherche une poignée de porte, un pan de mur sur lequel m'appuyer. J'ai soif, je suis inquiète, je trouve la sortie, le parquet grince. Je ne sais pas exactement combien de personnes dorment dans cette maison. J'appréhende de croiser un somnambule dans le couloir. Je cherche l'heure, une horloge qui clignote me rappelle que cette nuit est bien réelle. Quand je me réveille en pleine nuit, je cherche toujours d'abord des yeux puis de la main l'interrupteur de ma lampe. Le trouver me donne la certitude que je suis dans mon lit. La main dans le vide, le regard dissous dans l'obscurité, je suis ailleurs. Je la regarde, elle est bien morte, mais j'imagine qu'elle dort. Je la regarde dormir, et c'est la douceur qu'évoque son sommeil quand d'autres repos inspirent les tourments. Le souffle régulier de sa respiration manque, mais elle semble si détendue, son corps entièrement relâché sur le moelleux du matelas, si détendue que le monde entier, réduit à cette pièce et à ses occupants, est pacifié. Tous les sommeils ne sont pas si paisibles. Tous les sommeils ne sont pas de mort ou d'enfant, la plupart oscillent, les dents grincent, le visage se contracte sous l'effet de rictus inconscient. Le sommeil, tout comme la mort, est une perte de conscience du monde. Mais l'un n'abolit pas notre sensibilité. Le sommeil, tout comme la mort, s'accompagne d'une diminution progressive du tonus musculaire et d'un état de relaxation intense. Mais l'une finira par dissoudre les tissus, la peau et les os. Si le sommeil n'est pas que l'arrêt de l'éveil, la mort est-elle davantage que l'arrêt de la vie ? Louise dort comme un nouveau-né, revenu à l'état incertain et friable de la naissance. Il semblerait que la qualité du sommeil soit programmée dès les premières années de la vie. C'est ce qu'aurait prouvé une équipe de chercheurs en manipulant des bébés souris. Ils ont déréglé artificiellement l'apport en sérotonine les 15 premiers jours de leur existence et ont constaté que le sommeil de ces souris devenues adultes était fragmenté, instable et peu récupérateur. Qu'ai-je fait des 15 premiers jours de ma vie ?
J'ai tenté tant bien que mal d'alterner les séquences de veille et de sommeil entre deux biberons. Je me suis efforcée, sans doute sous l'impulsion bienveillante de mes parents, de respecter le cycle fondamental de la nature, celui des bêtes comme des hommes, rythme circadien calé sur 24 heures, horloge toujours prête à se dérégler. À quelle heure est morte Louise? Durant quel segment des 24 heures de son cycle? À 4h30, quand la température du corps est la plus basse? À 9h, alors que le niveau de testostérone est le plus élevé? À 21h, début de la phase de sécrétion de mélatonine? Le sommeil se distingue de l'inconscience et a fortiori de la mort par la préservation des réflexes et la capacité du dormeur à réagir à la parole et au toucher. Alors je m'approche du lit pour tester ses réflexes. J'effleure sa main, je lui chuchote son prénom à l'oreille. « Louise, tu dors ?» Je tape du pied, je tire une touffe de cheveux. Mes parents, stupéfaits par mon insolence, ne protestent même pas. Existe-t-il dans la mort des cycles comparables à ceux du sommeil? D'abord une mort à ondes lentes, aux mesures électriques faibles, puis une mort paradoxale pendant laquelle le sujet rêve au purgatoire ou à l'enfer. Louise s'est enfoncée dans la mort comme on s'enfonce dans le sommeil. D'abord un état de somnolence accompagné de bâillements, d'une baisse de la vigilance et de la fréquence cardiaque. Ses mouvements musculaires ralentissent, ses yeux roulent vers l'arrière, ses paupières tombent, elle s'endort, cela dure 20 minutes, elle sombre, elle n'est pas encore morte. Puis un sommeil léger, elle est assoupie mais demeure réceptive aux sollicitations extérieures. Elle ne sait pas très bien si elle dort, de quel côté de la réalité elle se tient. Vient enfin le sommeil profond, les signes vitaux ralentissent et deviennent réguliers. On perçoit encore une discrète activité musculaire, les mouvements oculaires ont cessé. C'est alors que peuvent survenir terreur nocturne, crise de somnambulisme et vision apocalyptique. Les cellules du corps se divisent, l'hormone de croissance explose, le corps est à la fois ralenti et en pleine production de signes et de substances. Louise est perdue, lointaine, les vibrations de nos voix ne l'atteignent plus. Elle a sans doute déjà dépassé la dernière phase du repos, le sommeil paradoxal. Activité électrique du cerveau et des yeux qui vibrent par saccades, atonie musculaire, respiration irrégulière, dilatation des organes pelviens, cœur qui accélère la cadence puis ralentit, grande agitation et sommeil des bas-fonds, sécrétion de rêves et usine à cauchemars. Louise est dans la mort paradoxale, puisque je n'ai pas l'air d'y croire.